Bonjour, c'est au nom de l'AMTAS, Association de la maladie des kystes de Tarlov, arachnoïdite, syringomélie, Europe, Québec, que nous vous présentons cette vidéo afin que ces pathologies soient mieux connues du public. Nous allons tenter de vous décrire chacune de ces maladies ignorées du public, non avouées par le corps médical et par conséquent rarement diagnostiquées. Lorsqu'elles le sont, la plupart du temps, le corps médical refuse de faire le lien entre les symptômes et la pathologie. Je laisse la parole à notre amie de Belgique, Yvette, qui va vous parler de l'arachnoïdite. Merci Carole. Bonjour à tous. Comme nous sommes ici pour parler des maladies rares, je vais vous parler de l'arachnoïdite. Étant atteinte de cette maladie, je peux vous dire que cette maladie m'est bien connue. L'arachnoïdite ou inflammation de l'arachnoïdite n'est pas une nouvelle maladie. Mais avec les nouveaux traitements et interventions dans le dos, cette maladie devient plus répandue d'année en année. L'arachnoïdite est une inflammation chronique de l'arachnoïde, une des fines membranes recouvrant le système nerveux central. Son inflammation cause des douleurs persistantes et chroniques au bas du dos, des membres et du tronc. Le processus inflammatoire est progressif. L'arachnoïdite adhésive dont je souffre est la plus sévère. La douleur est augmentée par le mouvement. L'arachnoïdite peut s'accompagner des troubles neurologiques, perte de sensibilité thermique, diminution des réflexes, engourdissement, maux de tête, troubles de l'équilibre, acouphènes, atteintes auditives et visuelles, faiblesse et crampes musculaires, problèmes de transpiration, des troubles de la vessie, intestinaux et sexuels, perte de mémoire. D'où mes petits mémos. Est-ce la maladie ou l'âge, docteur? Dans la région lombaire, elle peut aussi s'accompagner de syringomyélie, du syndrome de la queue de cheval, de kyste ou d'adhérence de la moelle. Les causes possibles de l'arachnoïdite sont génétiques, mais aussi suite à des interventions ou des traumatismes au niveau de la moelle épinière. Chirurgie, ponction lombaire, myélographie, anesthésie épidurale, comme pour les accouchements. Elle peut aussi être due à des infections bactériennes ou virales, à des hémorragies. La prévalence est inconnue, mais on estime qu'environ 25 000 cas arrivent par année, surtout dans les pays où les interventions à la moelle épinière sont les plus utilisées. L'arachnoïdite lombaire adhésive est le résultat de multiples interventions destinées à traiter une hernie discale. L'injection répétitive des substances de contraste ou des médicaments à l'intérieur du canal rachidien, c'est-à-dire dans le canal où se trouve la moelle épinière, aboutissent également à l'apparition d'arachnoïdite lombaire adhésive. Ce type de maladie se traduit par l'apparition de lombalgies difficiles à traiter, voire rebelles à un ensemble de traitements destinés à venir à bout de la lombalgie. Tout le monde connaît un peu la lombalgie. C'est des douleurs situées en bas de la colonne vertébrale. Chez certains patients, on constate l'apparition d'un syndrome de la queue de cheval. Ce syndrome regroupe un ensemble de symptômes, dû à la compression des nerfs constituant la queue de cheval, qui est la partie terminale de la moelle épinière constituée des 3 dernières racines lombaires, c'est-à-dire des nerfs sacrés, qui descendent en paquets sur la partie terminale de la moelle épinière. D'où parfois de gros problèmes pour la position assise. Les racines nerveuses sont la première partie d'un nerf sortant de la colonne vertébrale. Le traitement de l'arachnoïdite lombaire adhésive est particulièrement difficile. Certains spécialistes tentent des injections intrathecales, c'est-à-dire à l'intérieur de l'arachnoïdite, avec des médicaments contenant de la cortisone, ce qui n'est pas efficace et peut occasionner des dégâts. C'est une maladie invisible pour vous, mais ceux qui l'ont en souffrent. Et jusqu'à ce jour, pour les soulager, aucun remède valable n'a été trouvé. On nous soigne avec des médicaments tels que Neurontin, Lyrica, Contramal, anti-anxiolytiques, antidépresseurs, et j'en passe, qui soulagent la douleur, mais pas l'inflammation.
Ces douleurs sont atroces, et le mot n'est pas exagéré, croyez-moi. Sur l'échelle de la douleur, certains sont à 10, malgré les médicaments. De plus, ces médicaments qu'on nous prescrit ont des effets secondaires qui peuvent à long terme aggraver encore nos pathologies et symptômes. C'est pourquoi nous crions à haute voix. Nous en avons assez de perdre des connaissances et amis qui n'ont plus su supporter cette souffrance et la réduction de leur autonomie. Alors nos doléances sont que l'on fasse des recherches plus approfondies sur nos maladies. Que le corps médical prenne en compte nos symptômes et que des couloirs soient ouverts entre les pays, afin que les recherches qui ont abouti pour nos pathologies puissent nous soulager aussi, comme au Québec, où vit notre amie, ici présente, Hélène, et à qui je donne la parole, bien sûr. Au revoir. D'abord, merci Yvette. Bonjour, je me prénomme Hélène. Je suis atteinte d'arachnoïdite puis de syringomyélie. Étant moi-même atteinte de cette pathologie, la syringomyélie, je vais vous en faire un bref résumé. La syringomyélie, c'est une maladie chronique de la moelle épinière. C'est une cavité qui se forme au centre de la moelle. On peut l'appeler fente syringomyélique, syrinx ou kyste selon sa forme. Elle se remplit d'un liquide dont la composition est proche du liquide cérébrospinal et comprime puis endommage les fibres nerveuses, causant des déficiences neurologiques et des douleurs. La cause de la création de la cavité est une perturbation à un endroit donné de la circulation du liquide céphalorachidien qui, par effet mécanique, pénètre à l'intérieur de la moelle. Il n'y a pas de malformation de la moelle elle-même. Le diagnostic est réalisé par l'IRM, qui permet d'obtenir des images précisément synchronisées avec le rythme cardiaque et de calculer les vitesses d'écoulement du liquide céphalorachidien. Les causes sont diverses. Dans un premier temps, on a la malformation de Chiari. La malformation de Chiari est la plus souvent rencontrée. Elle est constituée par une hernie du cervelet. L'anomalie du développement embryonnaire ne concerne pas le système nerveux, mais l'os occipital, entraînant une fosse postérieure trop petite. Le liquide dans la cavité va se déplacer violemment vers le haut, puis vers le bas, provoquant une extension vers le haut de la cavité. Pour ces raisons, il est recommandé d'éviter les efforts violents. La scoliose est associée dans environ 20% des cas et sont les plus souvent peu évolutives. Ces syringomyélies sont accompagnées de symptômes ou pas. La syringomyélie post-traumatique représente environ 15% des cas. Le délai d'apparition est très variable, de quelques mois à plusieurs années après le traumatisme. La syringomyélie secondaire à l'arachnoïdite, qui est une inflammation de la méninge appelée arachnoïde, est souvent d'origine infectieuse ou après une hémorragie méningée ou une chirurgie rachidienne, qui est toujours à éviter car de nombreux problèmes peuvent en découler. Les symptômes se présentent ainsi. Le délai d'apparition des symptômes est généralement de plusieurs années après la formation du syrinx, c'est-à-dire de la cavité, de son importance, et de sa localisation. Des troubles de la sensibilité au chaud et au froid, modification de la sensibilité hypo ou hyper, des douleurs de type neuropathique, des douleurs dorso-lombaires, sensation de brûlure, céphalie, hypertonie musculaire ou spasticité, troubles de l'équilibre, fatigabilité à l'effort, fonte musculaire, troubles urinaires, digestifs, parfois sexuels, évidemment. Les traitements protocolaires prescrits pour atténuer ces divers symptômes sont les antidépresseurs tricycliques, Neurontin, Lyrica, opiacés. Il est similaire aux deux autres pathologies. Cependant, il y a la vitamine B12, la vitamine D3, la vitamine C. Il y a aussi le magnésium. Il y a aussi en laboratoire la kétamine. La kétamine, de diverses façons, peut être prescrite par votre médecin. Sous soluté à l'hôpital avec votre médecin traitant et une infirmière,
vous avez la kétamine, la lidocaïne, le Versep et le magnésium qui peut vous être offert à l'intérieur de 4 à 6 semaines. La variante est dépendamment de la vitesse de croisière que vous allez absorber, d'environ 2h30 le traitement. Mais comme je vous dis, selon votre pathologie, selon votre poids et tout ça, tout est à considérer dans ce traitement à l'hôpital. C'est des traitements protocolaires, puis évidemment, ce sont vraiment des traitements qui ont vraiment fait leur preuve pour aider les symptômes, les douleurs et non la pathologie. Maintenant, on va parler des chirurgies. Il y a des gens qui ont recours à la chirurgie, puis ça peut provoquer la stabilisation ou l'amélioration dans de nombreux cas, mais aucun critère ne permet de dire qu'une syringomyélie est stabilisée. Le choix s'oriente en première intention vers la décompression de la fosse postérieure de diverses manières. Le drainage du kyste vers le péritoine n'intervient qu'en deuxième intention. Concernant les douleurs neuropathiques, l'évolution post-opératoire est très variable. Les indications opératoires sont propres à chaque cas. La situation des personnes atteintes de syringomyélie peuvent être différentes en fonction de multiples facteurs. Cette maladie reste, somme toute, très difficile à vivre au quotidien par les symptômes et les désordres neurologiques qu'elle provoque. Merci de votre attention. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remets à Carole qui va vous parler de la maladie des kystes de Tarlov. Au revoir, à bientôt. Me revoici pour vous parler des kystes périradiculaires de Tarlov. L'appellation provient de Isadore Tarlov, neurochirurgien américain, qui a mis ces anomalies en évidence en 1938. Les kystes périradiculaires ou kystes de Tarlov sont des poches remplies de liquide céphalo-rachidien prenant naissance à la jonction de la racine du nerf et du ganglion spinal et peuvent être valvés ou non valvés. Ils sont le plus souvent trouvés au niveau sacral de la colonne vertébrale, surtout de S1 à S3. Plus rarement, ils peuvent être placés dans d'autres sections de la colonne vertébrale. Ils peuvent entraîner une radiculopathie progressivement douloureuse, entraîner des signes neurologiques, des symptômes suite à une chute, un accident de la route, un transport de charges lourdes, une ponction lombaire ou une péridurale, un acte pratiqué systématiquement pour un accouchement, qui reste un processus naturel et non médical. Un herpès simplex peut provoquer une aggravation des symptômes durant la poussée de cet herpès. Les kystes ont aussi été observés chez des patients apparentés, suggérant ainsi la possibilité d'une transmission familiale, donc génétique. Selon le rapport de l'étude du département de radiologie à l'Université de Toronto, au Canada, publié en 2014, environ 25%, je dis bien 25%, de ces poches portées par une partie de la population sont symptomatiques, et non 5% ou 12%, comme nous le voyons encore sur certains documents. Les femmes sont plus affectées que les hommes. Une classification de ces kystes méningés a été dressée par Nabor en 1988. Type 1. Kyste extradural sans fibre nerveuse. Type 1A. Kyste arachnoïdien extradural. Type 1B. Méningocèle sacré. Type 2. Kyste extradural contenant des cellules nerveuses
appelé kyste de Tarlov. Type 3, kyste arachnoïdien intradural. Les symptômes. Les symptômes peuvent être différents d'une personne à une autre. Or, les plus fréquents sont douleur lombo-sacrée, difficulté à tenir la station assise, douleur associée à l'éternuement ou à la toux, sciatique, parfois bilatérale, perte de sensibilité, des paresthésies, des céphalées, un dysfonctionnement vésical, intestinal et sexuel. En règle générale, le diagnostic repose sur l'IRM, qui bien sûr doit être lu minutieusement par le radiologue et compte tenu des symptômes du patient, il ne doit pas omettre de les mentionner, quelle que soit leur taille, et de préciser la racine nerveuse impliquée dans les douleurs. Ce qui apparaît de moins en moins dans les rapports et donc laisse la personne souffrante sans diagnostic et par conséquent non reconnue comme porteuse d'une pathologie neurologique douloureuse et invalidante. On trouve dans tous les documents européens que ces poches sont découvertes fortuitement. Je ne suis pas d'accord. Car lorsque une IRM est prescrite, c'est toujours en raison de douleurs récurrentes. Il n'y a pas de hasard. Quant au traitement, il est semblable à celui de l'arachnoïdite, c'est-à-dire peu efficace et parfois dangereux. La chirurgie est fortement déconseillée. Les raisons sont simples. La chirurgie comme l'excision du kyste est une méthode envahissante et associe des risques comme l'infection ou des dégâts sur le tissu neuronal. Ces méthodes sont une option imparfaite car notre corps n'aime pas les espaces dits morts, c'est-à-dire vides, où peuvent se former du tissu cicatriciel ou même un ou des nouveaux kystes. La technique aspiration, injection, guidée par imagerie, reste une option de traitement temporaire, provisoire. La formation d'un nouveau kyste ou de plusieurs kystes réapparaît dans les 2 ans tout au plus. Ceci est extrait de l'étude de l'Université de Toronto. En France, comme dans l'ensemble de l'Europe, aucune étude ou article portant sur ces méthodes chirurgicales n'ont été publiés. Aucun neurochirurgien n'est actuellement connu pour être expérimenté et hautement compétent afin de pratiquer ces méthodes avec le moins de risques possible, sauf en Allemagne, à Zwickau, où un professeur neurochirurgien a mis au point, par ses propres recherches, une intervention non invasive, mais pas reprise actuellement dans d'autres pays. Il y a forcément un problème financier quant à cette méthode. Je vous remercie de votre écoute. Nous souhaitons que ce modeste exposé vous ait fait découvrir, dans ces grandes lignes, ces 3 pathologies rassemblées dans notre association. Les motifs de ce regroupement résident dans les nombreux symptômes communs et aussi parce qu'on rencontre souvent l'association de 2 d'entre elles chez la même personne.
Je suis atteinte de la maladie des kystes de Tarlov et d'une arachnoïdite. Rares, elles ne le sont certainement pas autant que ce que l'on voudrait nous faire croire. Nous sommes toujours en attente d'une étude afin d'en définir la prévalence. Comme vous l'avez compris, cette vidéo a été faite par les personnes de l'association ayant elles-mêmes ces pathologies. Nous vous remercions de votre attention. À très bientôt.